Voilà, bienvenue à tout le monde. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Là, je suis donc sur la page de l'école politique africaine et on va se donner juste quelques minutes avant de commencer. On va juste, permettez-moi juste de partager les liens dans quelques groupes avant de commencer à parler du thème. Donc, je vais juste partager, voilà, juste partager le lien et puis on va commencer. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous m'entendez bien, est-ce que quelqu'un peut juste me mettre en commentaire que le son il est bon, s'il vous plaît? Voilà, juste me mettre un OK pour me dire que le son il est bon, que tout le monde m'entend très bien en commentaire. S'il vous plaît. J'espère que tout le monde. OK, top. Merci, 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 merci. Donc, permettez-moi de juste partager le temps que on permette au maximum de personnes de se connecter avant de commencer. Je vais juste laisser le temps si vous pouvez partager aussi ce direct dans vos différents groupes pour qu'on puisse véritablement atteindre le maximum de personnes parce que nous allons traiter d'un thème qui est assez important. On va parler de la guerre économique. Quel enjeu donc pour l'Afrique? C'est quelque chose de très, très important pour les leaders de la diaspora, pour le continent africain. Donc, essayez de partager dans le maximum de groupes pour permettre à tout le monde donc de comprendre, d'essayer d'échanger avec nous voilà, sur cette thématique de ce soir. Alors. Je partage juste encore dans quelques groupes et puis on va commencer. Encore dans quelques groupes. N'hésitez pas à inviter des personnes, hein, si vous connaissez des personnes qui sont des leaders africains, qui sont intéressés par cette thématique-là autour de vous. N'hésitez surtout pas à les inviter à venir nous suivre pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, normalement pour moi c'est bon. Alors, normalement c'est bon. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans ce direct-là. Je veux donc saluer donc l'initiative de l'école politique africaine qui nous fait donc l'honneur hein, d'être avec vous ce soir pour parler de cette thématique-là qui est la guerre économique. Quels enjeux pour l'Afrique? Euh, il faut dire que la vision de l'école politique africaine, elle est imparable. Elle est imparable parce qu'aujourd'hui, euh, l'école a décidé donc de former des leaders africains qui seront donc au fin fond donc des réalités africaines, former des leaders qui vont penser pour l'Afrique, qui vont raisonner pour l'Afrique, qui vont se connecter donc aux réalités africaines. Et moi, je salue cette initiative. C'est pour ça, lorsque j'ai été sollicité pour parler de ce thème sur la guerre économique, quels enjeux pour l'Afrique, j'ai pas hésité parce que je me dis, aujourd'hui, il est rare donc de trouver des Africains qui prennent des initiatives, même s'il y en a beaucoup, mais des jeunes Africains comme le président de l'école politique africaine, qui ont décidé, qui ont vu en fait, qui ont identifié un certain nombre de choses,
de manque dans la diaspora, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays et même en Afrique. Ils se sont dit, voilà, pourquoi ne pas mettre en place donc cette école politique africaine qui va parler donc des réalités de l'Afrique. Mais ces réalités-là doivent être décriées par des leaders de demain. Donc aujourd'hui, l'école politique africaine forme des leaders qui vont se positionner sur le continent africain, des leaders au niveau économique, des leaders au niveau politique, les leaders même au niveau de la communication, parce que lorsqu'on parle de leaders en Afrique, c'est l'ensemble, c'est toute cette corporation de leaders-là qui vont donc permettre donc, au continent africain de bouger, avoir une Afrique de demain qui sera dans le concert des nations, c'est possible. Il ne faut pas rester donc dans l'afro-pessimisme, il faut être plutôt des Africains pragmatistes, il faut avoir une nouvelle vision de l'Afrique. Donc, je vraiment voulais saluer donc tout le corps professoral de l'école politique africaine, toute l'administration, vous dit merci pour cette grande initiative que vous mettez en place. Et je pense que avec cette vision stratégique, cette vision à long terme de l'école politique africaine, demain, la politique au niveau de l'Afrique va se passer autrement. Les leaders africains seront formés. Il y aura des leaders qui vont prendre des décisions qui vont permettre donc à l'Afrique d'avancer, à l'Afrique de sortir de l'ornière. Donc ça, c'est possible. Donc c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui ont envie vraiment de parler du continent, qui ont envie d'être des leaders sur le continent, que ce soit au niveau politique, je le disais tantôt, au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau de la communication, au niveau même de l'histoire politique de l'Afrique. Voilà, tous les enjeux sont là, d'approcher les responsables de l'école politique africaine pour véritablement se former aux arcanes de la politique africaine, à l'innovation au niveau de la politique africaine, à tous les enjeux stratégiques donc, de l'économie africaine. C'est fondamental, c'est important. Donc, je voulais vraiment, avant de commencer, donc saluer les dirigeants de l'école politique africaine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Alain Tiba, économiste d'entreprise et de marché. J'ai travaillé dans une institution consulaire à peu près une dizaine d'années où j'étais en charge donc des études économiques. J'ai accompagné à peu près des milliers d'entreprises sur des aspects de création, des aspects de développement, des aspects de projection. Alors, l'idée de base, c'était d'apporter l'information économique donc à ces entreprises-là pour leur permettre donc d'avoir une visibilité dans leur secteur d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, l'information est la base. Si vous êtes une entreprise que vous n'avez pas l'information, mais la bonne information, il sera difficile pour vous d'avoir une visibilité dans vos secteurs d'activité. Donc, j'ai apporté donc avec cette institution consulaire-là des appuis, parce qu'on était en front, des appuis pour vraiment aider les entreprises sur le continent africain à se développer, à croître. On a travaillé aussi sur un projet qui est le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, qui était un projet de la Banque mondiale avec le Centre de commerce international. Ça nous a permis donc d'aider les entreprises donc à pouvoir exporter, à importer à l'international. Le but, c'était de permettre donc à ces entreprises-là d'éliminer tout ce qui était barrières tarifaires, barrières douanières, tout ce qui était vraiment obstacle dans l'activité commerciale au niveau importation et au niveau exportation. Ça aussi, c'était des choses importantes. Et moi, je me suis formé à la guerre économique parce que je me suis dit que la guerre économique, aujourd'hui, le continent a besoin donc des leaders comme forme l'école politique africaine à la guerre politique, mais aussi à la guerre économique. À l'école de guerre économique de Paris, où j'ai étudié la guerre économique, je continue d'étudier aussi la guerre économique, formé aussi au CNAM de Paris, où j'ai appris les stratégies d'entreprise. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, au-delà de tout, tout le potentiel que l'Afrique a. Si l'Afrique n'a pas de leader pour permettre donc à toutes ces stratégies, tout ce potentiel-là de clore au niveau de l'Afrique, il sera donc difficile de développer le leadership africain. Et récemment, j'ai formé le Club OSINT Afrique Diaspora, qui est une plateforme donc qui sensibilise les responsables de la diaspora africaine aux questions de veille informationnelle, de veille stratégique, de la recherche intelligente d'informations en source ouverte. Alors, quand on parle de recherche intelligente en source ouverte, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'OSINT. Le but, c'est aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous êtes un pays, vous êtes un continent, vous avez besoin donc d'informations. Vous êtes même
un étudiant, vous êtes même un travailleur, vous avez besoin d'informations. L'information aujourd'hui, tout le monde s'est dit, bon oui, lorsque je cherche de l'information, je vais aller tout de suite sur Google. Non, oui, c'est bien d'aller sur Google, mais quelles sont les techniques, les outils qu'il faut utiliser? Alors, l'OSINT, ça vous permet donc de rechercher l'information, mais la différence, c'est de trouver l'information juste, utile et exploitable. Parce que sur Internet, on l'a dit, il y a une masse d'informations, mais comment est-ce qu'avec les techniques d'OSINT, vous pouvez donc retrouver l'information juste, utile et transparente, et cette information va vous permettre donc, vous allez exploiter donc cette information-là pour soit développer votre chiffre d'affaires, développer votre activité et prendre des décisions stratégiques. Cette information va vous permettre donc de mesurer donc comment est-ce qu'à partir d'une simple information, vous pouvez monter en puissance par rapport à l'activité que vous faites, ou bien cette information-là peut être utilisée donc, dans des domaines de compétitivité. Donc, l'OSINT, c'est quelque chose aussi qui sera important donc pour la diaspora africaine, qui sera important donc pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de trouver les informations utiles, importantes. Et comme je disais, le club OSINT Afrique, vous pouvez trouver la plateforme là sur les réseaux sociaux. Vous tapez juste club OSINT Afrique Diaspora. On donne des formations sur la recherche intelligente d'information et plein d'autres aspects, surtout sur les aspects de veille stratégique. Donc voilà, un peu pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai listé un peu quelques activités que je fais. Alors, le thème aujourd'hui, c'est la guerre économique. Quels enjeux pour l'Afrique? Alors, on parle de guerre économique. C'est quoi la guerre économique? Mais la guerre économique, c'est un processus, c'est une stratégie. Voilà, c'est une stratégie qui est décidée donc par un État dans le cadre donc de l'affirmation de sa notoriété sur la scène internationale. Alors, vous voulez faire la guerre économique, vous êtes obligé donc d'adopter une stratégie. Aujourd'hui, l'Afrique veut faire la guerre économique. L'Afrique a besoin donc d'adopter une stratégie pour mener cette guerre économique. Si vous voulez la gagner, il faut mener une stratégie. Parce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la France, en tout cas toutes les grandes puissances qui sont là, aujourd'hui mènent un combat de guerre économique. Aujourd'hui, on a vu avec l'histoire du Covid, la France aujourd'hui était en pénurie des masques, mais au niveau des masques, qui dirigeait le monde, c'est la Chine actuellement. Pourquoi? Parce que les autres États, les autres puissances n'ont pas compris que on a des secteurs stratégiques, des domaines stratégiques comme la santé qu'il ne faut pas donner à un concurrent potentiel. Aujourd'hui, tous les masques, la plupart des masques sont fabriqués en Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui fournit tous les États en matière de masques, et parce que ces États-là n'avaient pas compris qu'ils n'avaient pas capté l'information, comme quoi à partir d'un certain niveau de concurrence, on a des domaines stratégiques qu'il ne faut pas donner à son concurrent. Voilà aujourd'hui comment est-ce que la Chine arrive donc à dominer le monde entier au niveau des masques. C'est pareil pour les médicaments. La plupart des médicaments aujourd'hui sont fabriqués en Inde, sont fabriqués aussi en Chine. Mais imaginez-vous, si on a une catastrophe aussi sanitaire dans ces pays-là, comment est-ce que le monde va se positionner en fonction de tous ces éléments-là? Donc, la guerre économique, c'est une stratégie. Donc, comment est-ce que l'Afrique va se positionner donc au niveau de cette guerre économique? Comment l'Afrique va se positionner donc par rapport à la captation, sinon la recherche de l'information pour pouvoir affirmer donc son statut sur la scène internationale. La guerre économique, il faut avoir à l'idée que c'est une notion de veille informationnelle. Si vous voulez faire de la guerre économique, vous devez faire de la veille information. Vous devez savoir quelles sont les actions qui sont menées par vos concurrents, par les autres pays. On est dans la mondialisation. L'Afrique ne va pas vivre en autarcie. C'est pas ce qu'on dit, mais l'Afrique doit se préparer à faire une sorte de veille informationnelle. La guerre économique, c'est aussi la guerre de l'influence. Parce que si vous n'arrivez pas à influencer les autres, ils vont vous influencer. Donc, plus vous influencez les autres, vous devenez puissant. Et la guerre économique que vous menez est à votre avantage. Mais si nous sommes dans un positionnement où l'Afrique n'arrive pas à se positionner, l'Afrique n'arrive pas à être influente, on se rend compte que les autres vont mener la guerre économique et l'Afrique sera donc de façon défensive. On a besoin donc en matière de guerre économique d'être offensif. On n'a pas besoin d'être défensif. Parce que si vous êtes défensif, tous vos concurrents, toutes les personnes qui sont autour de vous, du coup, ces personnes qui sont offensives là vont gagner du terrain. Ça, c'est fondamental. Alors, ce sont des rapports de force. Ce sont des rapports de force entre entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de grosses entreprises qui dominent le monde, qui dominent l'Afrique.
la guerre économique, c'est aussi au niveau des entreprises. C'est un rapport de force entre les entreprises, c'est un rapport de force entre les pays, c'est un rapport de force entre les continents, entre les groupes économiques, c'est un rapport de force aussi au niveau même de la société civile. Et là, il y a juste 2 jours où le dernier conseil des ministres en France a acté donc la fin des comptes d'opération au niveau de la France. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, euh, les réserves d'échange que les pays africains, sinon les pays qui sont dans la zone CEDEAO, apportaient au niveau de la Banque de France, cela n'aura plus lieu. Mais on se rend compte que depuis la création du franc CFA, du CFA, on a eu beaucoup de combats, on a eu beaucoup de guerres, mais au niveau politique, on a vu que les résultats n'étaient pas escomptés, on n'avait pas de résultats probants. Mais à partir du moment où la société civile dans les différents pays se sont levées, vous voyez, en quelques années, à partir de 2018, 2019 et 2020, on a vu la puissance de la société civile. Donc, pour mener la guerre économique aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs qui vont rentrer en jeu et ces acteurs-là, c'est la société civile. Il est important de compter aujourd'hui dans cette guerre d'information, dans cette guerre économique-là, de compter avec la société civile qui est vraiment une partie prenante de tout le mécanisme de la guerre économique. Si vous avez une société civile qui est puissante, qui monte en puissance, vous allez voir qu'au niveau de la guerre économique que vous menez, bien sûr, vous allez gagner des combats. On a vu le cas, donc, regardez par exemple Greta Thunberg qui lutte au niveau de l'environnement. On a une société civile qui la suit, qui est très puissante. Et au niveau du lobbying, ils arrivent quand même à faire reculer les gouvernants, ils arrivent à faire reculer les politiques. C'est ça aussi. Donc, en Afrique, on a besoin de mettre en place des mécanismes pour permettre donc à la société civile d'être puissante. C'est pourquoi je le dis encore, je salue l'initiative de l'école politique africaine qui va permettre donc à cette nouvelle génération de leaders qui va monter, qui va être formée aux réalités africaines, à la compréhension de l'identité culturelle africaine, à la compréhension de l'identité politique africaine, à l'identité économique africaine, de monter en puissance la formation à l'école politique africaine. Donc, va nous donner donc une nouvelle façon de regarder l'Afrique, une nouvelle façon de comprendre les réalités. Parce que imaginez-vous, si vous restez au FMI ou à la Banque mondiale, que vous recevez que des projets clés en main, ben, l'Afrique ne va pas se développer. Mais si nous avons des écoles comme l'école politique africaine qui forment des leaders de demain, de la nouvelle génération, qui sont au fin fond des réalités africaines, qui comprennent la diplomatie africaine, qui comprennent l'économie africaine, ben, du coup, on va se dire, cette nouvelle génération-là va se positionner comme une génération de gagnants. Donc, pour mener la guerre économique, il faut faire la veille informationnelle. Ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas gagner une guerre économique si vous n'êtes pas leader dans la recherche et dans la captation de l'information. Si vous n'êtes pas influent, vous ne pouvez pas donc gagner la guerre économique. Et si vous ne mettez pas donc de nouveaux acteurs dans cette confrontation de guerre économique là, notamment la société civile qui doit être puissante avec donc de nouveaux recours comme des formations à l'école politique africaine. Donc ça, ce sont des choses qui sont fondamentales et très importantes. Alors longtemps dans les années 2000 à 2010, l'Afrique a été donc victime de beaucoup de mots. On a dit que non, c'était l'Afrique de l'Ebola, on a dit que c'était l'Afrique du sida, on a dit plein de choses sur l'Afrique. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce que l'Afrique, effectivement, on ne va pas cracher, on ne va pas dire que rien ne marche en Afrique. En Afrique, il y a effectivement beaucoup de progrès. Mais si l'Afrique veut rester dans cette continuité de progrès-là, elle est obligée de se stabiliser et de continuer. L'Afrique ne doit pas avancer, je veux dire 2, 3, 5 ans, et après, ben, se rétracter parce qu'il y a des mécanismes qui n'ont pas fonctionné. Donc, il faut rester dans une dynamique africaine, il faut rester dans une dynamique de continuité pour pouvoir mener cette guerre économique et tous les enjeux subséquents, tous les enjeux connexes qui sont liés donc à cette guerre économique. L'Afrique est dans un schéma de prédation, on va pas se cacher de le dire. Aujourd'hui, vous avez toutes les grandes puissances là qui sont en Afrique et qui travaillent en Afrique. Vous avez donc la France qui est la grande puissance coloniale pour certains pays, avec cet ADN colonialiste qui est très ancré dans les pratiques au niveau de la relation entre la France et certains États africains. La France est
a été toujours sur le continent avec un appareil de développement, ce qu'on appelle l'AFP et d'autres hein, expertises fonds, par exemple, sont restés longtemps sur le continent et sont toujours sur le continent pour apporter certains projets. On est resté dans des projets d'éducation, des projets d'infrastructure, de construction de routes. Mais on n'a pas eu ce vent de l'industrialisation de l'Afrique. Parce que aujourd'hui, pour qu'un pays soit puissant, pour qu'un continent soit puissant, ben, il faut avoir un tissu industriel qui est très puissant, qui est fondamental. Parce que vous ne pouvez pas rester sur des initiatives d'exportation, exporter vos matières premières, exporter vos matières premières. Cela ne marchera forcément pas. Oui, un moment, on l'a fait, on a dit que le succès de certains pays reposait sur l'agriculture, mais cela date des années 60, cela date des indépendances. Aujourd'hui, on ne va pas dire encore que le succès de l'Afrique ou bien de certains pays africains repose sur l'agriculture. Non. Donc, vous avez la présence de l'Union européenne, la présence de ces grandes puissances de la France en Afrique. On a la présence aussi des États-Unis qui, un moment, était resté que dans le domaine de la sécurité, mais les États-Unis sont en train de revenir avec la Société de financement du développement international des États-Unis qui décide aujourd'hui d'injecter près de 60 milliards de dollars, voilà, pour développer des projets en Afrique, pour prendre des parts des marchés en Afrique, pour se positionner aujourd'hui dans cette guerre stratégique avec les autres puissances mondiales. On a les États-Unis, on a la Chine qui est là aussi, la Chine qui est présente dans tout ce qui est BTP, elle est présente dans tout ce qui est BTP, dans tout ce qui est infrastructure, dans la construction des barrages, des chemins de fer et dans plein d'autres domaines. Vous avez la Chine. Donc, on a d'un côté sur le continent l'Union européenne, la France et tous ses alliés. On a la Chine qui est positionnée aussi sur le continent parce qu'aujourd'hui, comme je le disais d'entrée, l'Afrique est devenue un centre névralgique de la guerre économique. Certains pays en Afrique ne savent même pas que sur le continent, on a une guerre économique atroce qui est en train de se mêler. Donc, pour les pays qui ont capté et qui savent que cette guerre économique est en train de se mêler, automatiquement veulent se positionner. Et c'est ce qui est fondamental. Il faut mener cette guerre économique-là avec tous les éléments que j'avais cités plus haut. Donc, on a l'Union européenne, la France, on a la Chine, on a les États-Unis qui ont renforcé leur portefeuille au niveau du développement des États africains. Et puis, on a un acteur qui était là depuis longtemps, qui était dans le domaine de l'armement, qui est la Russie, qui vient aussi pour perturber le jeu de la guerre économique. Mais regardez le positionnement stratégique de la Russie. La Russie se positionne en République centrafricaine. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on dira que la République centrafricaine elle est un peu leader dans la commercialisation du diamant, mais aussi le positionnement de la Russie au niveau de la République centrafricaine est stratégique parce que à partir du centre de l'Afrique, la Russie peut se déployer facilement au nord, peut aller facilement à l'est, peut aller facilement à l'ouest et descendre au sud. Donc la Russie, elle a compris que au lieu de venir se positionner peut-être à l'ouest de façon stratégique, elle se positionne directement au centre de l'Afrique. Mais la Russie ne se positionne pas seulement en République centrafricaine. La Russie est dans d'autres secteurs d'activité comme la mise en place de réacteurs nucléaires expérimentaux en Éthiopie. La Russie a commencé à développer tous ces aspects-là en Éthiopie. La Russie a commencé à créer au Rwanda un centre de recherche nucléaire. Voilà, vous voyez. Donc, il se positionne en Centrafrique, il se positionne en Éthiopie, vers l'Est, il se positionne aussi au Rwanda. Mais la Russie se positionne aussi au Soudan, dans le domaine de la sécurité. Donc, c'est vraiment très, très, très important de savoir d'abord, avant de rentrer encore dans le creux du sujet, d'avoir cette vision stratégique de tous les acteurs qui sont en Afrique. Voilà. L'Afrique doit mener sa guerre économique, mais l'Afrique doit savoir quels sont les acteurs qui sont en face pour mener cette guerre économique. Parce que si vous restez là et que vous laissez les acteurs qui viennent, on n'est pas au temps de la balkanisation, mais vous laissez tous ces aspects-là, comment est-ce que vous, de votre côté, vous allez mener votre guerre économique? Il y a des chiffres qui sont imparables. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants pour atteindre 2,5 milliards d'habitants en 2050. Donc, avec tout ce nombre-là, comment est-ce que l'Afrique doit se positionner pour mener cette guerre économique-là? L'Afrique, c'est 60%, l'Afrique a 60% de terres arabes. Mais seulement sur ces 60% de terres arabes, on a seulement 10% de la superficie qui est exploitée. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a certaines puissances pour mener la guerre économique sur le territoire africain ne font que acheter ces terres arabes. Cela veut dire qu'une fois que nous, on achète les terres arabes, on va cultiver
Et si l'Afrique, même qui a ces terres arabes, n'arrive pas à cultiver, nous, on cultive, on transforme les biens, on les vend à l'extérieur. Ben, si l'Afrique ne veut pas bénéficier de ces terres arabes, les puissances viendront donc pour bénéficier de ces terres arabes. Donc, il faut mener la guerre économique à ce niveau-là. Alors, l'une des choses aussi, c'est que l'Afrique, c'est 10 à 12 millions d'emplois qualifiés chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il y a 10 à 12 millions de personnes qui rentrent sur le marché africain. Et ça, c'est fondamental. Mais si vous ne créez pas de ressources, si vous arrivez, si vous êtes là que pour exporter les matières premières, comment est-ce que ces 10 millions ou 12 millions de personnes qui rentrent sur le marché là vont avoir du travail pour mener cette guerre économique? Parce que la guerre économique, elle se mène aussi, je le disais tantôt, au niveau des entreprises. Et l'une des choses qui est fondamentale, pourquoi est-ce que tous ces acteurs-là descendent au niveau de l'Afrique? Parce que l'Afrique, depuis ces dernières décennies-là, c'est un taux de croissance qui est très évolutif. Alors, on a le taux de croissance de 3,9% en 2020 pour atteindre 4,1% selon les derniers chiffres de la BAD en 2021. Donc, c'est un taux de croissance, c'est un pays qui a un taux de croissance qui est assez important. Donc, il est important donc que l'Afrique, au-delà de ça, donc, puisse, voilà, mener sa guerre économique, même si, je le répète encore, parce que l'Afrique n'a pas encore commencé à mener la guerre économique au niveau des entreprises, l'Afrique, c'est 1,6% de contribution au niveau de la valeur ajoutée mondiale. C'est infime, 1,6%, pendant que d'autres acteurs, je veux dire, au niveau de l'Asie, font 20%, 30%. Donc, pour présenter un peu le cadre, c'est cela. Voilà la réalité. Donc, l'Afrique, dans toute cette réalité-là, dans cet écosystème économique mondial, comment est-ce que l'Afrique donc va se positionner? Quels sont les enjeux réels pour l'Afrique afin de mener cette guerre-là? Alors, l'une des choses, c'est que l'Afrique aujourd'hui doit repenser tous les modèles économiques, même si ce n'est pas tout, mais la majorité des modèles économiques. L'Afrique ne doit pas attendre donc de recevoir des programmes d'ajustement structurel venus donc des institutions de Bretton Woods ou bien d'autres institutions connexes, parce qu'il est bien de prendre ces projets clés en main là, mais ces projets ne sont pas adaptés à la réalité de l'Afrique. Est-ce que ces projets tiennent compte des réalités socio-économiques de l'Afrique, des réalités socio-culturelles de l'Afrique, des réalités économiques, des réalités politiques? On a plein de projets qui viennent de la Banque mondiale et du FMI qui n'ont pas forcément donné le succès escompté. On l'a vu. Donc aujourd'hui, on a besoin donc que les États africains puissent repenser leur modèle économique afin de tenir compte donc des réalités je vais dire, de la population qui est sur place. Et la deuxième chose qui va avec forcément la première, c'est de ne pas forcément importer tous ces projets-là. Il ne faut pas importer les modèles économiques. Ce n'est pas parce que ces modèles économiques-là ont marché au niveau de l'Hexagone ou bien dans d'autres pays que cela va forcément marcher au niveau de l'Afrique. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, pour mener la guerre économique, les États africains doivent repenser leur modèle économique. Ils doivent pas forcément importer des modèles économiques, mais essayer de prioriser aussi des relations sud-sud pour une économie interrégionale. C'est important. Aujourd'hui, on a des États stratèges, et là, je vais en parler, des États stratèges comme le Maroc et le Rwanda, qui travaillent beaucoup, qui investissent beaucoup au niveau de plusieurs pays africains. Donc, il faut valoriser les aspects de relations sud-sud à l'intérieur de l'Afrique, que ce soit avec le Nigeria, le Ghana et tous ces pays leaders, là, l'Afrique du Sud, la Tunisie, plein d'autres pays qui ont cette puissance économique-là, qui peuvent aider donc les plus petits, mais bien sûr sous le grand regard de l'Union africaine et que ce soit la CEDEAO et toutes les organisations qui sont ensemble doivent regarder donc de plus près cela. Alors, au-delà de repenser les modèles économiques et ne pas importer, l'Afrique a le devoir de transformer maintenant ses matières premières. Pour avoir une valeur ajoutée importante, l'Afrique est obligée maintenant de transformer les matières premières. Je ne suis pas contre les investissements dans les infrastructures, que ce soit les routes, les ponts, mais l'Afrique a besoin aussi de créer de grosses entreprises de transformation du cacao, de transformation du café, de transformation de l'EVA, de tout ce qui est palmier à huile et tout ce qui est au niveau minier, même du pétrole. L'Afrique aujourd'hui a besoin de créer des industries qui vont transformer ces matières premières et créer de l'emploi. Ça,
Si les Africains n'ont pas compris qu'à partir de la transformation des matières premières, on peut avoir un tissu industriel puissant, c'est un outil et c'est un enjeu majeur pour mener la guerre économique. Et tous les pays qui sont industrialisés aujourd'hui, ben, vous voyez que ces pays-là sont puissants. Mais l'Afrique n'arrive pas à mener parce que l'Afrique, dès que nous avons les matières premières, l'Afrique exporte les matières premières. C'est bien, c'était bien un moment, mais aujourd'hui, on se rend compte que durant toutes ces années-là, toutes ces décennies-là, cela a servi, mais l'Afrique est restée toujours dans son marasme économique, en train de prendre des prêts par-ci, en train de s'endetter par-là. C'est difficile. Il faut que l'Afrique arrive donc à mettre en place un mécanisme de tissu industriel qui sera vraiment puissant et sorti de tout cela. Donc, l'industrialisation, c'est important, il faut renforcer donc favorablement cet aspect industriel qui pourra donc permettre donc aux Africains de mener cette guerre économique. Alors, l'une des choses aussi, on a parlé de tout ce qui est matière première, mais les exportations, c'est vraiment difficile au niveau des exportations parce que on a un pays comme la Chine. En 2006, l'Afrique exportait pratiquement 21 milliards au niveau des exportations en Chine. Aujourd'hui, en 2014, les derniers chiffres de 2014, c'est pratiquement 96 milliards d'euros au niveau des exportations. L'Afrique exporte toute sa matière première. Et comment est-ce que vous voulez mener une guerre économique et vous exportez vos matières premières, vous ne créez pas d'entreprise? Moi, je pense que l'Afrique aujourd'hui, et là, il faut inviter donc les leaders africains qui ont les moyens, et je salue l'initiative de quelqu'un au Nigeria comme Aliko Dangote, qui investit énormément sur le continent. Et vous arrivez au Nigeria, ce sont des milliers d'emplois. Je pense qu'on a certains pays africains où on a quand même des leaders qui ont la capacité d'investir et d'investir dans des projets africains pour pouvoir développer le continent et créer beaucoup d'emplois sur le continent. Ça, c'est un aspect de guerre économique, c'est un outil, c'est un enjeu majeur au niveau de la guerre économique. Donc, c'est important donc, de mettre en place un tissu industriel. C'est important de créer de la richesse à l'intérieur de l'Afrique en créant des emplois, en maintenant des entreprises. Et moi, je pense que l'une des choses, alors c'est mon avis personnel qui peut marcher aussi, c'est que l'État puisse créer plus d'entreprises au niveau du secteur privé. C'est vrai qu'on a certains États qui font beaucoup au niveau du secteur privé, mais pour mener la guerre économique, il faut faire plus. Regardez partout dans les grandes puissances, on a des fleurons. Au niveau, par exemple, de la France, on a Air France qui est un fleuron. Au niveau, on a la SNCF. Mais quels sont les grands fleurons africains au niveau du transport, au niveau de l'industrie, au niveau de l'hôtellerie et dans plein d'autres secteurs? Est-ce que l'Afrique a des fleurons? Aujourd'hui, on se dit, voilà, le fleuron africain, même pour fabriquer des métros aujourd'hui, l'Afrique est obligée de faire venir la main-d'œuvre et l'expertise de l'extérieur. Donc, pendant toute cette décennie-là, l'Afrique n'a pas été capable de faire certaines choses. Je dis et je répète, l'Afrique a beaucoup évolué, mais on est dans un jeu économique où l'Afrique n'a pas le droit. Il faut aller encore plus dans cette guerre économique. Si l'Afrique veut sortir de l'ornière, si l'Afrique veut encore évoluer, si l'Afrique veut atteindre le top niveau, bah, on est obligé de mener cette guerre économique avec tous les mécanismes qu'on a. Il faut revoir les choses, il faut repenser les choses pour que la guerre économique qui est en train de se mener sur le continent africain, même, sur le continent africain, ben déjà, l'Afrique puisse maîtriser cette guerre économique-là. Et une fois que cette guerre économique, elle est maîtrisée, l'Afrique pourra donc aller au niveau international. On a des États qui l'ont compris, ce que moi j'appelle les États stratèges. Ces États stratèges-là ont compris qu'il est important de mener la guerre économique. On a un pays comme le Maroc, aujourd'hui, qui peut rivaliser certains pays de l'Occident parce que le Maroc a mis en place, déjà, ils ont un dispositif d'intelligence économique et là, je vais parler de l'intelligence économique, qui est un élément fondamental de la guerre économique. Vous voulez gagner la guerre économique, vous voulez faire de la guerre économique, vous voulez maîtriser tous les enjeux en Afrique de la guerre économique, vous êtes obligé de mettre un mécanisme d'intelligence économique. Alors, l'intelligence économique, c'est quoi? L'intelligence économique, c'est en fait le fait de maîtriser votre environnement.
vous collectez, au début j'ai parlé de la veille informationnelle, mais vous collectez des informations, vous les analysez, vous les traitez et vous prenez des décisions. Alors, l'intelligence économique se met en place avec des experts en intelligence économique, mais avec toutes les parties prenantes. Parce que si vous mettez en place un mécanisme, généralement ce mécanisme-là se met en place au niveau des pouvoirs publics, mais il faut que le secteur privé se dise aujourd'hui, toutes les grandes entreprises se disent, on met en place un mécanisme d'intelligence économique, mais on met en place un mécanisme de veille. Vous êtes une entreprise, vous n'avez pas de mécanisme de veille, comme on le dit dans nos jargons. Si vous ne faites pas de veille pendant une seule journée, bien vous êtes quelqu'un qui est mort ou bien vous êtes une entreprise qui est morte. Parce que c'est à partir de la veille que vous allez prendre toutes vos décisions stratégiques. C'est à partir de la veille, parce que la veille va vous permettre donc, à l'intérieur de la veille, à l'intérieur de l'intelligence économique dont il y a la veille, va vous permettre donc de surveiller vos concurrents, de voir quelles sont les évolutions technologiques dans votre secteur d'activité, comment est-ce que les autres pays se comportent vis-à-vis de telle ou telle situation. Donc, l'intelligence économique et la veille sont deux outils fondamentaux que le Maroc a compris. Et aujourd'hui, le Maroc a atteint un niveau où aujourd'hui, le Maroc investit donc sur le continent africain. C'est important, c'est fondamental parce qu'ils ont compris que avec l'intelligence économique et la veille, on peut se positionner, on peut utiliser ces outils-là pour développer notre économie. On est un autre pays qui l'a compris, le deuxième pays stratège, pour moi, c'est le Rwanda. Le Rwanda, en 1994, est sorti d'un génocide qui ne dit pas son nom. On ne va pas revenir là-dessus. Mais le problème, c'est que le Rwanda a à sa tête un leader. On pourra dire ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui a cette vision stratégique de développer son pays. Et le Rwanda a un outil puissant qu'ils appellent le Rwanda Development Board, qui est le conseil de développement du Rwanda, qui a à son sein pratique et de l'intelligence économique et de la veille. À partir de cet outil-là, ils se disent, ben, voilà tout l'environnement qui est là, comment est-ce que on essaie de comprendre l'environnement des affaires, déjà en Afrique autour de nous et à l'international. Aujourd'hui, quand vous regardez les résultats du Doing Business, alors ce qu'on appelle le Doing Business, c'est l'environnement des affaires. C'est un classement qui est fait par la Banque mondiale et qui permet donc à tous les États, à toutes les personnes aussi qui veulent investir, de savoir que dans tel ou tel pays, on a un climat d'affaires qui est important. Alors, ce sont des thématiques, par exemple, qui portent sur le coût de l'électricité, qui portent sur, par exemple, le coût, je veux dire, d'exportation ou d'importation, qui pèsent donc sur plein de facteurs. Donc, le Rwanda, aujourd'hui, est le deuxième pays africain au niveau du classement du Doing Business. Même si le Rwanda est le 38e mondial, mais ils sont deuxième africain. Le premier, c'est l'île Maurice, qui est 13e mondial, et le Maroc est 53e mondial, est le troisième pays africain. Donc voilà, ces deux pays que moi j'appelle les États stratèges, ils ont compris que pour se positionner dans la guerre économique, on a des outils qu'il faut utiliser, il faut faire de la veille, il faut faire de l'intelligence économique, mais pas que, parce qu'à l'intérieur de tout ce qui est intelligence économique, à l'intérieur de tout ce qui est veille, il faut former. C'est ça qui est important. Il faut former des spécialistes de la veille de l'intelligence économique, des spécialistes de la politique africaine qui vont comprendre. Et ça, je reviens encore sur l'initiative de l'école politique africaine qui est formidable, qui est de former les leaders africains de demain, qui vont mener la politique africaine, qui vont mener l'économie africaine parce qu'ils auront une vision 360 degrés de l'idéal africain, parce qu'ils auront compris les arcanes de la politique africaine. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est important qu'il ne puisse pas avoir que 2 ou 3 États stratèges, que tous les États africains, tous les pays africains doivent être des États stratèges. Pour moi, tous ces pays-là doivent être des États stratèges. Tous ces pays doivent comprendre les mécanismes de veille, les mécanismes d'intelligence économique et mener cette guerre économique-là. Pour moi, c'est important. Et je pense que l'Union africaine l'a compris parce que l'un des outils que moi je qualifie d'outils de veille et d'intelligence économique, c'est le ZLEC, la zone de libre-échange continentale. C'est un outil qui est imparable. C'est vrai, il a été ratifié en mars 2018. Donc, ça va permettre donc à tous les États africains d'avoir un gros marché, un marché commun. C'est important.
On nous dit que euh, les échanges entre les États africains étaient dans l'ordre de 15%. C'est vraiment un chiffre qui est très faible. 15%. Regardez, 54 pays et à l'intérieur des échanges au niveau des Africains, c'est que 54%. Parce que l'Afrique aujourd'hui n'a pas ce maillage-là au niveau des pays. Parce que peut-être on s'est dit, il n'y a pas de route, on s'est dit, il n'y a pas d'infrastructure pour se développer. Mais regardez, vous avez un marché de 1,3 milliard ou un marché de 2,5 milliards en 2050. Si l'Afrique essaie de mettre ensemble toutes ces synergies, vous avez des pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire, qui produisent le cacao. Lorsqu'on a des entreprises qui sont sur place en Côte d'Ivoire, qui transforment les produits finis, automatiquement dans ce gros marché de 1,3 milliard ou 2,5 milliards à l'horizon 2050, mais c'est un marché potentiel pour l'Afrique. C'est pour ça que moi je salue l'initiative de la zone de libre-échange économique. Donc, on va passer sur au moins de 15% de commerce intra-régional à un pourcentage assez important. Donc, pour cela, l'Afrique a besoin donc d'utiliser donc cet outil-là pour que ça soit véritablement un outil de veille, un outil d'intelligence économique, un outil donc de compétitivité et de guerre économique. L'Afrique est restée longtemps dépendante des accords, par exemple, des accords de partenariat économique où on nous dit pour exporter des produits au niveau de l'Afrique, vous pouvez envoyer vos produits parce que la plupart des produits que l'Afrique envoie, ce sont les produits d'exportation. En échange, les concurrents, ceux qui sont en face, ils envoient des produits manufacturés pour inonder le marché africain. Mais si le marché africain est inondé de produits venus de l'extérieur, comment est-ce que les entreprises qui seront à l'intérieur de l'Afrique ou à l'intérieur des pays africains, comment ces entreprises peuvent être compétitives? Ce n'est pas possible. Si vous êtes inondé de produits venant de l'extérieur, et si ces produits-là sont à moindre coût, la population africaine elle-même va choisir ces produits-là au détriment des produits qui sont produits sur place peut-être et qui ne sont pas forcément à moindre coût. Voilà la réalité. Donc, pour sortir de ce mécanisme-là, de cette vision, je veux dire, réductrice des choses, il faudrait que l'Afrique trouve donc des mécanismes importants. Et je salue encore l'initiative du SLEC qui va permettre donc au continent africain d'avoir un gros marché où la plupart des États africains vont venir se positionner. Ça va permettre donc de créer des routes, de développer des infrastructures. Ça, c'est imparable. Ça va permettre de développer des infrastructures. Ça va nous permettre aussi de développer des infrastructures, des aéroports, des ports, plein d'autres choses pour permettre donc au continent africain d'avancer. Quand on regarde un peu, et là je vais juste faire un clin d'œil là-dessus, si vous ne financez pas vos activités, si l'Afrique elle-même ne prend pas l'initiative de financer tout ce qu'elle fait, ben, comment est-ce que ceux qui financent ne vont pas décider pour vous? Je prends un cas concret qui est un cas de guerre atroce, mais vous verrez là-dedans qu'il y a aussi de la guerre économique. C'est le conflit au Sahel. Dans le conflit au Sahel, on a 5 pays qu'on appelle généralement le G5. On a la Mauritanie, on a le Niger, on a le Burkina Faso, on a le Mali et on a le Tchad. Mais ces 5 pays-là sont frappés, sont attaqués par un certain nombre de djihadistes où vous avez le groupe de soutien à l'islam musulman et vous avez l'État islamique du Grand Sahel. Et à l'intérieur, il y a un groupe qui est à l'est, un groupe qui est à l'ouest. Et au milieu, on a ce qu'on appelle les Katiba, qui sont en fait une sorte de milices qui sont au milieu. Mais généralement, ces groupes armés-là s'attaquent rarement entre elles. Mais le G5 Sahel, avec l'appui de l'Union européenne et de la France, a 2 ambitions. La première ambition, c'est de combattre ces djihadistes-là pour mettre en place la sécurité. Et le deuxième élément, c'est de développer des projets. Mais sur les projets qui sont développés, je pense que là, l'Union européenne, sur près de 600 projets, avec tous les autres bailleurs, a décidé d'investir près de 9 milliards. D'abord 2,5 milliards, après 9 milliards pour près de 600 projets. Mais on se rend compte que les projets n'arrivent pas à démarrer parce que les bailleurs peinent à investir. Après, ça peut être une volonté de ne pas investir tout de suite, de prendre le temps.
Mais ces bailleurs à peine investis. Donc, on se rend compte que le conflit, il est en train de perdurer et on n'arrive pas forcément à atteindre tous les aspects de développement qui avaient été décidés dans ce conflit-là. Voilà la réalité. C'est l'Union européenne qui finance les projets dans le G5 Sahel, c'est la France qui finance et d'autres bailleurs. Mais vous voulez, comment est-ce que les États qui financent là, ils ne puissent pas décider? La raison, la dernière réunion a eu lieu à Pau. N'a pas eu lieu, je veux dire, en Afrique, pour prendre les décisions, ça a eu lieu à Pau où les chefs d'État africains se sont déplacés. Ça aussi, on parle de la guerre économique, mais c'est aussi la guerre politique. Et les nouveaux leaders qui doivent être formés à l'école politique africaine doivent comprendre ça, doivent être au fin fond de tous ces aspects politiques-là pour les rediriger. C'est un cas d'école. Comment est-ce qu'à partir de la guerre politique, de la guerre politique, comment est-ce qu'à partir de la guerre politique mène à la guerre économique? Voilà, ils n'arrivent pas donc à financer parce que ça peut être une volonté personnelle, mais ça peut être aussi des problèmes de trésorerie. C'est vrai qu'on dira qu'il y a des casques bleus qui sont là-bas pour mener la guerre, mais ils sont là pour la sécurisation. Donc voilà. Et moi, je voulais vraiment encore dire que la guerre économique, l'Afrique doit la mener avec tous les outils. Alors, on va aller encore pour parler de certains secteurs d'activité qui peuvent donc aider les États africains donc à mener la guerre économique. L'Afrique est obligée aujourd'hui de développer certains secteurs. Quand on prend par exemple le secteur du tourisme, c'est pratiquement 63 millions de personnes qui sont venues en Afrique en 2007. C'est énorme. Mais c'est un secteur d'activité qui n'est pas forcément développé en Afrique, sinon dans certains pays africains. Pourtant, on a des potentialités touristiques dans tous les pays africains. Et on voit aujourd'hui que ce sont des investisseurs européens, des entreprises européennes qui commencent à gérer le tourisme en Afrique. Vous voulez mener la guerre économique? Il faut que les États africains puissent investir aujourd'hui dans le tourisme. On parle aujourd'hui de reconversion. Mais quand je regarde l'Afrique et le secteur informel, c'est pratiquement 80% de l'activité économique de l'Afrique qui est dans le secteur informel. Mais les États peuvent se dire, attention, on a des secteurs clés qui sont en train de monter en puissance, comme le tourisme. Pourquoi les personnes qui sont forcément dans le secteur informel, qui n'ont pas une grande dimension de pouvoir développer l'activité, pourquoi ne pas les réinsérer dans ces secteurs qui sont en train de se développer? C'est important. Parce qu'un secteur comme le tourisme, c'est un secteur qui peut employer. Aujourd'hui, on parle du tourisme écolo, on parle de plein d'autres aspects du tourisme. Ce sont des aspects importants. On a un secteur comme le numérique. Aujourd'hui, on parle de télétravail. On parle de plein d'autres choses. Mais les initiatives africaines sont énormes. Mais l'Afrique a juste besoin de financement, d'être financée par les propres Africains, d'être financée par les États. Toutes les startups, tous les jeunes Africains qui ont aujourd'hui le potentiel au niveau de l'innovation, au niveau du numérique, au niveau de la technologie, ont besoin de l'aide des États. Une fois que vous maîtrisez cela, vous menez donc la guerre économique. Je prenais un exemple il y a quelques jours avec le piratage du nouveau siège de l'Union africaine qui a été construit par les Japonais, par les Chinois. Ce siège a été construit par les Chinois et on s'est rendu compte de 2012 à 2017 que ce siège-là avait des capteurs. Donc, c'est-à-dire que depuis la Chine, à partir des satellites, tout ce qui s'est passé à l'intérieur des sièges de l'Union africaine était écouté par les Chinois. Voilà. Ça aussi, c'est un aspect. C'est-à-dire que si vos institutions sont financées par l'extérieur, c'est normal. Sont financées, construites par l'extérieur, c'est normal que vous soyez écoutés. Et ce sont des aspects de guerre économique. Parce que si vous avez décidé au sein de l'Union africaine, lors des réunions, de prendre des décisions stratégiques où il n'y avait pas forcément des Chinois, à partir de ces capteurs-là, ils ont dû comprendre tout ce qui est les réalités qui allaient se passer en Afrique et affiner et adopter les stratégies. Voilà la réalité. Donc, c'est important donc à l'Afrique de véritablement investir et de prendre elle-même son destin. On le dit souvent, prendre son destin en main, prendre son destin en main. Mais si les autres ont réussi dans les années 60-70, on avait la même puissance économique que les États asiatiques, la Corée et l'Inde et tout,
Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces États-là sont venus dépasser l'Afrique? L'Afrique n'est pas perdue. Alors là, pas du tout. L'Afrique a des potentialités énormes. Moi, je ne suis pas un afro-pessimiste, je suis très afro-optimiste. Et au-delà même, parce que je crois que l'Afrique peut jouer un rôle important dans le Conseil des Nations. Parce que l'Afrique a tout pour réussir aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir des initiatives, d'avoir des leaders qui comprennent donc le fonctionnement des réalités africaines et de permettre donc de développer. Donc, il faut développer donc les secteurs là, ces secteurs que ce soit le tourisme, le numérique, l'éthique, plein d'autres secteurs où l'Afrique a son mot à dire. Et ça, c'est vraiment important. Il faut lutter aussi, l'Afrique est obligée de lutter contre les monopoles des secteurs stratégiques. On a vu le cas aujourd'hui en Occident, tous les secteurs stratégiques qui avaient été donnés à la Chine, où les constructions se faisaient en Chine, l'Europe a décidé de reprendre en main ces secteurs stratégiques. Donc, si l'Afrique a des secteurs stratégiques comme l'électricité, l'eau, les ports, les aéroports, l'Afrique est obligée aujourd'hui de réfléchir par deux fois avant de signer certains accords. Nos leaders africains sont obligés de réfléchir par deux fois avant de signer certains accords qui peuvent donc mettre en péril l'avenir de l'Afrique. C'est important. Et je vais revenir sur l'une des choses que moi je trouve fondamentale pour mener la guerre économique, c'est la société civile africaine. Aujourd'hui, il faut une société civile africaine dynamique, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan politique, pour donc apporter des alertes constructives aux dirigeants africains. On a vu le cas avec le franc CFA. On verra certainement dans les années à venir le cas avec plein d'autres choses. La société civile africaine doit être aujourd'hui au cœur du réacteur du développement africain. Doit être au cœur de la trajectoire vertueuse de l'Afrique de demain. On a besoin d'une société civile africaine qui va monter en puissance, qui va comprendre les réalités de l'Afrique et qui va parler à nos dirigeants africains. Parce que l'Afrique doit sortir de l'ornière, l'Afrique doit sortir de tout ce qui est marasme économique, l'Afrique doit rayonner parce que l'Afrique a toutes les potentialités pour accroître son développement économique, pour accroître son développement politique. L'Afrique a eu de grands leaders politiques, on ne cessera jamais de les citer, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Lumumba, Patrick Lumumba, et plein d'autres qui avaient une vision de l'Afrique, une vision politique de l'Afrique, mais qui ne sont pas allés au bout. Donc, le rôle aujourd'hui de l'école politique africaine, et je salue encore cette initiative, est de former cette nouvelle génération de leaders politiques qui vont intégrer le mécanisme de fonctionnement de la politique africaine, de l'économie africaine, du développement continental dans tous les aspects et tous les éléments connexes de l'Afrique de demain. Pour qu'on puisse ensemble gagner, parce que l'Afrique est remplie d'intelligence, est remplie d'innovation, de créativité. Et la guerre économique, là, ça se met sur tous ces aspects. Il faut que ces leaders de la société civile, là, puissent être aujourd'hui influents sur le continent. Puissent être influents sur le continent, apporter une nouvelle énergie pour développer tous les pays. Pour dire non à certains accords économiques qui sont en train d'être signés. Je le dis, c'est grâce à la société civile africaine aujourd'hui qu'il y a eu un gros pas vers la rupture avec le franc CFA. Même si aujourd'hui, la parité, on nous parle de l'éco, la parité reste encore la même. Mais c'est déjà un grand pas. Il y a quelques années, beaucoup de personnes ne l'espéraient pas. Mais aujourd'hui, on se rend compte que avec la société civile africaine, on a beaucoup d'espoir. Et la guerre économique, là, doit être menée avec la société civile africaine. Pour moi, c'est important. N'oublions pas les aspects des veilles informationnelles, n'oublions pas les aspects d'intelligence économique. N'oublions pas de permettre à l'Afrique d'avoir des États stratèges. Et pour moi, tous ces aspects-là sont très, très, très importants. Ces aspects sont importants, c'est fondamental d'avoir une nouvelle vision de l'Afrique de demain. Une nouvelle vision des leaders qui vont construire donc cette Afrique de demain-là. Il faut travailler donc sur ces secteurs-là, les secteurs clés, pour permettre donc à l'Afrique de rayonner. Permettre à l'Afrique de rayonner.
Donc, pour moi, c'est ça. Donc, il ne faut pas oublier que la guerre économique est en train de se mener sur le continent africain. On a tous les acteurs qui sont là. On a la Chine, on a la France avec l'Union européenne, on a l'Allemagne qui est là, qui a décidé aujourd'hui d'avoir un capital risque de 1700 milliards d'euros sur le continent africain. On a la Grande-Bretagne qui arrive après le Brexit, voir comment est-ce que se positionner en Afrique. On a récemment le Qatar qui est venu en Côte d'Ivoire pour se positionner au niveau de tout ce qui est offshore. On a les Turcs qui sont là dans le domaine du ciment. On a plein d'acteurs du monde qui sont sur le continent africain, qui mènent la guerre économique. Mais quelle est la position de l'Afrique par rapport à cette guerre économique? C'est un enjeu majeur. L'Afrique a besoin donc de comprendre la puissance de la guerre économique et de se positionner par rapport à son influence. Pour moi, c'est des éléments stratégiques, c'est très, très, très important. Donc, je vais laisser donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions sur cette thématique-là. Je reste donc disponible pour répondre. Je suis en train de voir s'il y a pour prendre des questions. Pourriez-vous, alors, bon, je vois une question, il nous dit, pourriez-vous définir le concept de guerre économique? Donc, je vais juste revenir là-dessus. Donc, je disais que la guerre économique, c'est en fait une guerre informationnelle. C'est une guerre informationnelle, c'est une guerre d'influence. C'est une guerre d'influence parce qu'aujourd'hui, pour se positionner, on a besoin d'être influent. L'Afrique a besoin d'être influent sur le continent. Et c'est une guerre d'information. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas mener des guerres économiques. La guerre économique, c'est la guerre entre les États, entre les peuples. C'est comment est-ce qu'on affirme sa puissance, la puissance d'un État au niveau international. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la guerre économique. Et l'idée, c'est que l'Afrique doit aujourd'hui se positionner et mener cette guerre-là. Parce que l'Afrique a tous les outils. L'Afrique a des outils politiques, des outils économiques pour mener donc cette guerre économique. Voilà. Alors, je suis en train de voir s'il y a encore quelques questions. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit de parler de ce que l'Afrique peut faire. Donc, je redis encore, pour moi, l'Afrique doit être au cœur du réacteur en développant des États stratèges. L'Afrique doit mener, donc, doit avoir un puissant outil d'industrialisation. C'est fondamental parce que si vous n'avez pas d'outils d'industrialisation, vous ne pouvez pas mener la guerre économique. Il faut que les États africains puissent investir aujourd'hui dans des nouveaux secteurs comme le tourisme, comme le numérique, financer les projets qui pourront donc porter donc au développement de l'Afrique. Voilà, je pense que c'est des questions que je suis en train de voir il y a 30-40 minutes, mais c'est des choses que j'ai déjà développées. Donc l'idée c'est ça. J'ai parlé du ZLEC que l'Afrique a mis en place. C'était un outil imparable, donc c'est important. Voilà, ça ce sont des initiatives qui peuvent permettre à l'Afrique donc de mener sa guerre économique. Alors, je regarde. Je regarde encore hein, si j'ai des questions. Alors, il y a quelqu'un qui me demande que doit faire concrètement l'Afrique devant l'avidité des grandes puissances comme l'US, voilà, les États-Unis, l'Europe, la Chine. Imaginez un rapport Bénin-Chine, Togo, Russie. Alors, c'est vrai, on parle de rapport, mais aujourd'hui, on parle de guerre économique entre l'Afrique et les puissances. Regardez, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est pratiquement près de 27 à 28 pays. Et quand l'Union européenne prend des projets, c'est des projets qui sont pris de façon consensuelle. C'est vrai que le Bénin ne va pas aller j'emploie le mot, ou faire une guerre économique directement avec la Chine. Parce que déjà, même au niveau de la population, au niveau de la puissance économique. Mais ce que je dis, c'est que c'est à l'Afrique et à la puissance africaine, à l'Union africaine, de mettre en place donc, tous ces mécanismes qu'on a cités pour aider les États africains à mener la guerre économique. Mais parce que si vous êtes le Bénin, que vous avez un certain nombre de matières premières, que vous arrivez donc à l'intérieur du Bénin à transformer ces matières premières-là en produits finis, mais plus vous les transformez, si vous les revendez demain, ben, vous voyez qu'à ce niveau-là, on a plus de valeur ajoutée.
Donc, il ne s'agit pas de se dire le Bénin va aller attaquer la Chine, mais c'est de dire que l'Afrique elle-même, avec l'Union africaine, doit mettre en place un certain nombre de mécanismes pour mener donc cette guerre économique-là. C'est ce que nous disons. Et cette guerre économique, elle peut être menée par des États puissants de façon individuelle. J'ai cité les États stratèges comme le Maroc et le Rwanda. On a vu comment est-ce que le Rwanda, après cette crise de 1994, est parti de rien pour être là. Comment est-ce que le Rwanda a fait pour arriver là? Parce que le Rwanda a compris qu'il fallait mettre en place des mécanismes pour comprendre l'environnement des affaires et mener la guerre économique. Mais c'est pareil pour le Bénin. Le Bénin a cette capacité aussi de mettre en place des mécanismes pour mener sa guerre économique. Le Rwanda aujourd'hui est respecté parce que le Rwanda a compris. Et l'une des choses que le président rwandais a compris, et là récemment, il a même nommé dans sa cellule de développement du Rwanda, il a même nommé un Gabonais et un Ivoirien pour dire, c'est vrai, on a des Rwandais qui ont la capacité, mais lui, il mène aussi une guerre économique sur le continent. Le Rwanda veut se positionner aujourd'hui comme le leader du continent africain. Et pourquoi est-ce que les autres pays ne peuvent pas comprendre comment est-ce que le Rwanda a fonctionné pour pouvoir développer pareil? Parce que pendant que le Rwanda, et là c'est quelque chose, et là je vais le dire, pendant que le Rwanda était avec tout ce qui est génocide, je ne pense pas que le Bénin était dans la même situation. Donc on aurait pu faire une comparaison par rapport à la raison pour dire le Rwanda qui n'était pas dans la situation du Bénin en 94 aurait pu être à un niveau économique important que le Bénin. C'est ça aussi la réalité. Voilà. Alors, je suis en train de chercher. Alors, oui, totalement. Il y a quelqu'un qui me dit que le secteur agricole peut jouer aussi un grand rôle dans l'économie du continent. On est totalement d'accord. Personne, on ne dit pas que il faut pas mettre en compte le secteur agricole parce que le secteur agricole, c'est aussi là-bas. Là, j'ai parlé de la Chine qui vient acheter des terres arabes en Afrique. L'Afrique a pratiquement 60% des terres arabes. L'Afrique exploite que 10% de ces terres arabes-là. Effectivement, le secteur agricole, mais au-delà de tout ce qui est exportation, on a des secteurs, même au niveau du vivrier, on a plein d'autres secteurs, plein d'autres, je vais dire, d'autres activités au sein du secteur agricole qui permettent donc de dynamiser les économies. Hein. Ça, faut pas se le cacher. C'est la réalité. Je suis totalement d'accord. Bon, il y a quelqu'un qui me dit que la guerre économique est soutenue par une guerre armée nucléaire. Voilà, je l'ai dit, il y a la guerre économique, il y a la guerre politique, il y a la guerre nucléaire, mais tout dépend de l'action de la politique. Voilà, tout dépend de l'action de la politique. Alors, je suis en train de voir. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il n'est pas mieux de changer de paradigme pour rester dans un paradigme occidental? Voilà, je pense que j'ai répondu. Ouais, la personne a raison. C'est important de sortir des sentiers battus, ça je l'ai dit. Et je pense qu'aujourd'hui, les Africains, beaucoup d'Africains l'ont compris. Ils l'ont compris. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut innover, il faut créer. Si on a besoin que l'Afrique puisse aller loin, voilà, il faut sortir effectivement des sentiers battus. Je suis totalement d'accord. Alors, je suis en train de voir. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit encore, sans puissance militaire, peut-on parler des puissances économiques? Mais je pense que c'est la puissance, non, la puissance économique qui apporte aussi la puissance militaire, même si la puissance militaire, je rappelle, il y a un pays qu'on appelle la Suisse qui est puissant, mais la Suisse n'est pas forcément une puissance militaire. Donc, on peut être une puissance économique sans forcément être même que quoi, il faut forcément allier les deux, je suis d'accord, mais l'Afrique aujourd'hui a besoin d'être une puissance économique. Voilà. Longtemps, certains pays ont voulu être des puissances au niveau de la guerre et tout, mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin aujourd'hui d'être une puissance économique, même si le volet militaire viendra, parce que c'est vrai, je vois qu'il y a des conflits. Par exemple, j'ai parlé du conflit du Sahel et d'autres conflits sur le continent, le conflit par exemple au Congo et tout, qui dure
Mais il faut dire, au-delà de tout ça, on a des enjeux économiques qui sont à l'intérieur. Voilà, le conflit du Congo, on le sait tous, il y a des enjeux économiques qui sont immenses, qui sont importants. Même le conflit au Sahel, ce sont des enjeux économiques. Mais le règlement de ces conflits-là, ça va être des règlements politiques, mais appuyés par les aspects économiques. Parce que si on avait des puissances économiques africaines qui finançaient la résolution du conflit dans le Sahel, je pense qu'aujourd'hui, on n'allait pas voir Barkhane qui était à 4500, aujourd'hui ils sont à 5200. Ben voilà, on n'allait pas avoir ce nombre-là. C'est important. Tous les projets qui sont financés au niveau du G5, ça sont des projets qui sont financés par la France et par l'Union européenne et d'autres bailleurs. Alors, il y a quelqu'un qui me demande quel genre d'entreprise pourrions-nous mettre en place par rapport à l'émergence de l'Afrique. J'ai parlé des secteurs. On a des secteurs, par exemple, du tourisme, on a le numérique qui monte en puissance. Ça, ce sont des entreprises qui pourraient émerger. Et je dis et je répète, il y a des États qui sont des exportateurs de matières premières, café, cacao, coton et plein d'autres au niveau de tout ce qui est mine, tout ce qui est uranium, tout ce qui est pétrole et plein d'autres mines. Il faut donc mettre en place des entreprises dans ces secteurs-là. Parce qu'aujourd'hui, les puissances qui viennent pour se positionner, pour mener la guerre économique, regardez, imaginez-vous si Areva était une entreprise du Niger. Areva serait leader, on dirait que c'est une entreprise africaine qui est leader sur le continent. Voilà. Mais Areva n'appartient, même si on dit que l'État est majoritaire, on a des aspects de l'État, voilà, mais il y a plein de choses qu'il faut comprendre dans ce mécanisme-là. Donc, si chaque pays qui produit déjà des matières premières peut avoir deux ou trois grandes entreprises sur le continent qui transforment ces matières premières-là en produits finis, déjà, je pense qu'en réduisant cela, ça va faire monter le cours des matières premières au niveau de la scène internationale. Et on pourra donc, au niveau de l'Afrique, à partir de la zone de libre-échange continentale, vendre tous ces produits déjà sur le continent africain. Imaginez-vous 1,3 milliard à 2,5 milliards qui consomment le chocolat des Côte d'Ivoire, qui consomment le coton du Bénin, qui consomment le cacao du Ghana et plein d'autres choses dans tous les pays africains. Imaginez-vous, c'est un gros marché déjà l'Afrique. Voilà. Pourquoi les Chinois ils sont puissants? Parce que tout ce que produisent les Chinois d'abord, c'est consommé par les Chinois. La Chine, c'est 1,3 à 4 milliards d'habitants actuellement. C'est pareil pour l'Inde. Donc, si les Africains consommaient tout ce qui était produit à partir de la transformation, on verrait que déjà, économiquement, l'Afrique serait donc à un niveau assez acceptable. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, bon, sans puissance militaire, comment protéger son économie? Je pense que j'ai répondu à cette question-là. Il y a une dernière question. Peut-on avoir sa politique économique avec des économies détenues par des multinationales étrangères? Ben, c'est ce que je disais, j'ai pris le cas d'Areva. Il dit, peut-on avoir sa politique économique avec des économies détenues par des multinationales étrangères? C'est ça. Si vous avez votre politique qui est détenue par des multinationales étrangères, c'est difficile. C'est pour ça qu'on invite donc les Africains à créer des multinationales sur place. Si dans chaque pays africain, on a des multinationales qui sont détenues par les États africains, ben, automatiquement, vous allez mener votre guerre économique. Ça, c'est imparable. Mais si ce sont les multinationales étrangères qui détiennent déjà le port, qui détiennent l'aéroport, c'est-à-dire tous les secteurs stratégiques sont détenus par les multinationales étrangères. C'est difficile. Et là, je le dis, je partage ton analyse. Si tous les secteurs stratégiques, l'eau, l'électricité, les routes, les ponts, les aéroports, si tout est détenu par les multinationales les multinationales étrangères, il sera donc difficile pour l'Afrique de mener donc ce combat-là. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Quel remède pour certains leaders en défaveur de l'émancipation de l'Afrique à la sorte des impérialistes occidentaux? Je pense qu'aujourd'hui, le remède, c'est, pour moi, et j'en ris, le remède, c'est l'école politique africaine qui a décidé donc de former des leaders qui ne seront pas donc euh, des impérialistes, pardon, à la solde de l'Occident, mais qui vont penser pour l'Afrique, qui vont réfléchir pour l'Afrique et qui vont développer donc le continent africain. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que la société civile aujourd'hui doit jouer un rôle imparable
dans le développement donc de la guerre économique sur le continent. Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut former dans le domaine de la cybersécurité. Oui, je suis d'accord. Cybersécurité, cyberespace, cyberdéfense. Je pense qu'à l'école politique africaine, euh, on est un spécialiste qui est dans ce domaine-là. Donc, je suis d'accord avec ça. Et au-delà de tout ce qui est cyberattaque, cyberdéfense, il faut adjoindre le numérique. Je dis le numérique aujourd'hui, il faut que les États africains comprennent que le numérique est en train de se développer partout dans le monde. L'État les États doivent se positionner par rapport à cet aspect numérique-là. Aujourd'hui, si l'Europe a pu faire du télétravail, c'est parce qu'ils avaient compris. Voilà, on a aujourd'hui la 5G. Quelle est la position même de l'Afrique par rapport à la 5G? Voilà, ce sont des choses qu'il faut dire. Quelle est la position de l'Afrique par rapport à la 5G? Ce sont des choses qui sont vraiment importantes qu'il faut regarder de près. Voilà. Quelqu'un me dit que le Bénin est bien placé en cybersécurité, cyberdéfense. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, je vais prendre peut-être encore deux questions. Encore deux questions. Alors, il y a quelqu'un qui me demande encore, peut-on envisager une rupture de partenariat de nos États avec l'Occident sans que cela mène à une confrontation armée? Mais bien sûr, le Rwanda l'a fait. Le Rwanda est sorti de la francophonie pour être aujourd'hui dans le Commonwealth. C'est un modèle, c'est un cas d'école. Voilà, il faut juste une volonté politique. Le Rwanda est sorti même s'ils sont un peu dans la francophonie, mais ils sont totalement sortis de la francophonie pour être aujourd'hui dans le Commonwealth. Voilà, l'organisation anglaise. Donc, voilà. Une fois que vous signez des accords, si vous devez repartir pour signer ces accords-là, que les accords ne vous arrangent pas, comme il y a quelqu'un qui me disait, il dit, mais ceux qui vont signer les accords, je ne pense pas qu'on les mette voilà, du feu, quoi que ce soit. Si vous lisez les accords, si les accords ne sont pas en adéquation avec la réalité du pays, ne sont pas en adéquation avec votre société civile, ne prennent pas en compte les aspirations des populations, parce que c'est ça aussi le problème de nos leaders. Il faut qu'ils prennent en compte les aspirations de la population africaine. C'est ça. Comment est-ce que la population se... Parce qu'aujourd'hui, on parle de croissance même au niveau africain. On parle de croissance de 3,9%, 4%. Mais cette croissance-là n'est pas inclusive. C'est une croissance qui est appauvrissante. Tous les économistes s'accordent à dire que oui, il y a la croissance au niveau africain, mais la croissance, elle n'est pas inclusive. Parce que les populations ne sont pas toutes, les strates de la population ne sont pas touchées donc par cette croissance-là. Donc, c'est important de parler de croissance, mais il faut que cette croissance soit inclusive. Voilà. Alors, je vais prendre juste encore, je vais voir si j'ai encore des questions. Ok, ben, il y a quelqu'un qui dit que l'école politique africaine doit former ses élèves dans une perspective de l'unité africaine. Ok, je pense que le message est passé. Alors donc, je voulais encore remercier l'école politique africaine qui m'a donné donc l'opportunité de, de faire ce direct-là, de parler donc de la guerre économique et des enjeux. Je rappelle que je suis, pour ceux qui n'étaient pas là au début, hein, je suis Alain Tiba. Je me suis présenté, mais l'une des choses que je voulais dire, c'est que je suis le fondateur du Club OSINT Afrique Diaspora. Alors, vous partez sur Facebook, vous tapez Club OSINT, c'est O-S-I-N-T, Club OSINT. OSINT, c'est en fait, c'est l'Open Source Intelligence. Donc, vous tapez Club OSINT Afrique /Diaspora FR sur Facebook. On fait des formations, par exemple, sur comment est-ce que rechercher rechercher l'information juste, comment rechercher des informations sur des moteurs de recherche, comment faire de la veille, comment faire de l'intelligence économique. On fait en fait la promotion de la veille de l'intelligence économique au niveau de la diaspora et de l'Afrique. Ça, c'est sur Facebook. On est présent sur Twitter. Vous tapez aussi Club OSIN Afrique Diaspora sur Twitter. Vous pouvez vous abonner. Vous allez avoir plein d'informations. Et pareil sur Instagram. Alors, on a notre site. Vous tapez www.clubosinafriquediaspora.fr, www.clubosinafriquediaspora.fr, et vous allez voir un peu les activités qui se passent sur le site. Donc, je remercie vraiment l'école politique africaine et j'invite toutes les personnes qui ont envie d'être des leaders de demain
de changer euh, la vision de l'Afrique, de mener la guerre économique, la guerre politique. On a parlé de cybersécurité au niveau du cyberespace, de mener cette guerre-là pour que le continent demain ne puisse pas être à la traîne. Il y a encore de l'espoir. Nos aînés, certains de nos aînés l'ont fait. Ben, il faut aussi que la nouvelle génération qui est formée par l'école politique africaine puisse le faire. Je voulais saluer donc son président, Monsieur Nou Okrou, qui m'a donné donc cette initiative-là. Merci. Merci à tout le corps professoral, pardon. Merci à toute l'administration de m'avoir fait donc l'honneur donc de parler donc aux abonnés de l'école politique africaine. Merci, 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 merci infiniment. Et voilà, j'espère qu'on se reverra très vite sur d'autres thématiques. Et puis, je vous invite vraiment, pour ceux qui ont envie de comprendre les nouveaux enjeux de la politique africaine, de s'inscrire à l'école politique africaine. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, portez-vous bien. Bonne soirée. Merci d'avoir suivi. Et je vous dis à très vite. Au revoir.